Bien, la catastrophe du récit, c'est un petit peu la grande question de cette rentrée 2022, parce que d'une part, la crise climatique nous sollicite. Hein, comment raconter cette crise climatique qui a des effets imprévisibles, qui affolent un petit peu les populations, qui se manifestent sous des symptômes très différents, la température, les incendies, l'assèchement des territoires, etc. Et cette question de la crise du récit se pose à nous, pas seulement sous son aspect climatique, mais nous vivons en fait une hypercrise. Crise sanitaire avec le Covid depuis l'épidémie, crise climatique, crise nucléaire avec le problème des ressources naturelles liées au blocus qui est fait sur les ressources de gaz et de pétrole en Russie. Euh, Crise depuis 2001, crise provoquée par le terrorisme. Comment réagit-on et comment raconte-t-on cette violence distribuée sur la terre entière et à laquelle on n'a pas toujours de bonnes réponses. Bref, une hypercrise qui se traduit au fond par un effondrement des coordonnées de notre expérience. C'est particulièrement visible au moment du Covid, au moment du confinement des populations, où au fond on a vécu une crise du rapport à son propre corps, puisqu'on était enfermé dans nos chambres, crise du rapport au corps parce que nos organes, nos mains même, n'étaient plus seulement des instruments dont on pouvait se servir, qui nous appartenaient, et qui étaient des éléments de notre identité, mais brusquement des corps étrangers qui pouvaient transmettre une sorte de contamination, de sorte que lorsqu'on sortait dans la rue pour faire quelques courses, on était un petit peu comme des funambules qui ne pouvaient pas se servir de leurs mains pour s'appuyer au risque d'être contaminés. Bref, mais aussi rapport au corps, au temps et à l'espace, puisque pendant le confinement, je ne sais pas si vous l'avez vécu chacun là où vous étiez, mais ce qui était frappant, c'est qu'on était dans une position de solitude totale et en même temps reliés, connectés au monde entier. Moi-même, j'avais des amis en Russie, en Amérique latine, à New York, et on échangeait par WhatsApp, chacun étant dans sa chambre complètement solitaire, parlant à des gens dispersés sur la surface de la planète, eux aussi complètement solitaires. Donc une crise intime et mondiale à la fois, une crise intime, mais pas totalement intime, puisqu'on était reliés à ces autres intimités déconnectées dans l'espace et le temps. D'ailleurs, j'ai évoqué à ce moment-là une phrase de Kafka qui disait « Je vis la crise mondiale de mon âme ». Et je trouvais que c'était une parfaite définition de notre situation. Nous avons tous vécu, d'une certaine manière, la crise mondiale de notre âme. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le récit? Eh bien, justement, le récit, c'est normalement l'expérience que traverse un sujet, un individu, dans un espace donné, la ville depuis la ville moderne depuis 2 siècles, l'Europe occidentale, bien close en son sein, et brusquement, ces coordonnées de l'expérience romanesque, de la manière de raconter un récit, ont explosé pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire que nous ne vivons plus en un lieu, mais dans plusieurs lieux. Nous n'avons même plus une identité bien établie. Nous ne savons plus très bien si nous sommes un homme ou une femme, si nous sommes un enfant ou un vieillard, si nous sommes européens ou nous nous découvrons des généalogies comme ça et des cultures. Nous sommes reliés à des cultures très différentes. Bref, l'archétype du roman qui au fond inspire tous nos récits, c'est pas seulement une question littéraire, mais ça concerne évidemment les documentaristes, les cinéastes, mais ça concerne aussi les réseaux sociaux, puisque vous savez que sur les réseaux sociaux et dans toutes les manières de communiquer aujourd'hui, il y a une sorte d'injonction qui est quel genre d'histoire es-tu? Raconte-nous ton histoire. C'est ce que j'avais appelé dans mon livre le storytelling, c'est-à-dire l'usage du récit, non pas pour raconter une expérience que vous avez déjà vécue, transmettre les leçons de cette expérience aux générations qui vont suivre,
C'est Walter Benjamin, le philosophe allemand, qui disait ça. Le récit, c'est au fond le vecteur des leçons de l'expérience. Dans le storytelling, les choses sont renversées. Il ne s'agit pas de transmettre les leçons de l'expérience, il s'agit de se définir, de se présenter comme une histoire, c'est-à-dire d'inventer une forme narrative de soi, ou bien d'obéir à une forme narrative de soi, c'est-à-dire dans le storytelling management, les managers parlent d'expérience tracée. On va vous raconter comment vous devez vivre dans votre entreprise, quel type de comportement, comment vous allez être coiffé, habillé, quel look, etc. Enfin, au fond, toute la société nous lance cette injonction quel genre d'histoire es-tu? Et donc, ce storytelling généralisé repose sur des formes élémentaires de la narration, du roman traditionnel qui apparaît au milieu du XVIIIe siècle. Et quelles sont les coordonnées de ce roman traditionnel qui va inspirer nos manières de raconter pendant 2 siècles? Eh bien, un, c'est le jeu cartésien qui se transforme en un ego romanesque. C'est-à-dire qu'au fond, tout roman est l'histoire d'un individu. C'est l'histoire d'un individu qui va traverser l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? En latin, expérience, c'est experiri. Ça veut dire la traversée des périls. La traversée des périls. Donc le roman raconte un individu plongé dans l'expérience et qui est soumis au danger, qui va soit le vivre à travers son évolution dans l'histoire, dans le temps, hein, il va grandir, il va vieillir, donc c'est un roman d'apprentissage. Quels obstacles il va traverser pour devenir un individu bien constitué et bien situé pour bien servir dans la société. C'est quand même ça, la success story balsacienne. Hein, comment on entre dans le monde et comment on devient un héros. Hein, l'héroïsation romanesque, c'est ça. Donc le jeu. La deuxième chose, c'est un monde qui est relativement, qui est le monde à partir du milieu du XVIIIe siècle, qui est un monde qui est bien occidentalo-centré, dans ses frontières, bien solides, dont l'archétype est la ville moderne, celle dont parle Baudelaire, par exemple, qui est une ville qui va servir un peu à la fois de contexte et de champ d'expérience. C'est-à-dire que le jeu, vous le balancez dans cette espèce de terrain de jeu là, qui est la ville moderne, et c'est là qu'il va rencontrer des ennemis, qu'il va tomber amoureux, qu'il va errer, qui va vivre un succès professionnel, qui va être bon. Tout ça, c'est basé quand même sur la biographie. Je dirais le type de la biographie napoléonienne. Ça va alimenter ce paradigme de la biographie, c'est-à-dire ce que j'appelle le roman d'apprentissage, mais qui est aussi le roman de voyage. Hein, les épisodes depuis Don Quichotte, alors ça on remonte bien avant, mais tout le roman picaresque, c'est une traversée de cet espace européen qui est traversé de contradictions, de fractures, etc., mais qui est relativement stable. À tel point que lorsque vous sortez de cet espace européen, ce n'est pas une manière d'aller découvrir d'autres mondes ou de rentrer en dialogue avec d'autres cultures, d'autres langues, etc. Mais c'est dans le sillage de la colonisation. C'est-à-dire que le romancier classique, il est, comme on disait au moment de la guerre en Irak, embedded dans la colonisation européenne. Donc ça va déterminer aussi la perception qu'on a des autres cultures, des autres hommes, etc. Parce que au fond, le sujet cartésien, donc rationaliste, ça aussi c'est important, dans les valises de la colonisation, va à la rencontre des autres mondes, mais en gros, il se conçoit comme une sorte d'éducateur, de grand éducateur. Il va raconter aux pauvres Africains ou aux Vietnamiens comment on devient un grand homme, comment on s'éduque, comment on se civilise, etc. Donc ça, c'est le deuxième aspect de l'ego, donc la subjectivation, la rationalité. Il y a un grand roman, un grand, pardon, essai qui s'appelle
The Rise of the Novel par Ian Watt, un historien du roman, qui raconte comment le roman est né. Et il le lie lui aussi au naturalisme. C'est pas pour rien que on parle au 19e siècle, on parle du roman naturaliste. Hein, ça va avec le naturalisme des sciences, c'est-à-dire au fond un fond d'objectivisme, de naturalisme. Et puis donc cette notion d'espace qui est l'Europe occidentale fermée. Alors, si je confronte ce modèle qui va inspirer toutes nos manières de raconter, même les plus naïves, même les plus élémentaires, le journal intime de la jeune fille, qu'est-ce qu'elle va raconter? Même si elle s'adresse à quelqu'un, ça sera cher journal, c'est son journal. C'est-à-dire, c'est quand même un monde auquel on s'est tellement habitué, mais qui est un monde solipsiste, qui communique à partir d'une sorte de suprématisme du jeu de l'ego, hein, mais aussi avec l'idée que l'être humain, le jeu cartésien, est supérieur, non seulement aux autres cultures, mais aux autres espèces. C'est-à-dire, c'est la grande rupture avec la nature comme un espace de domestication, et avec les animaux, avec l'espèce animale. Elle aussi, qui va servir en quelque sorte de métaphore. L'animal est toujours dans le roman classique une sorte de métaphore de l'individu à civiliser. C'est une sorte d'animal à dresser. Hein. Et tout ça va au fond avec la naissance et le développement liés à la révolution industrielle et au capitalisme. C'est-à-dire qu'on a donc le roman qu'on considère comme quelque chose d'un peu d'évident, comme si les gens avaient toujours communiqué par le roman, excluant par là même d'autres formes de narration, l'épopée, la légende, les grandes sagas, qui ne reposent pas sur les mêmes principes. Par exemple, l'épopée, c'est pas l'épopée d'un individu, c'est l'épopée collective d'un peuple, les Troyens, etc. Donc, quand on regarde ce modèle limité dans le temps et dans l'espace, en gros 2 siècles d'Europe occidentale, et qu'on regarde les coordonnées de ce qui se passe dans ce que j'appelle l'hypercrise actuelle, on voit bien que ça ne marche pas. Parce que cette hypercrise, on ne peut pas la raconter avec ces paradigmes-là. Je voudrais citer l'exemple d'un romancier indien, justement, qui s'appelle Amitav Ghosh, qui a réfléchi à cette notion-là dans un livre qui s'appelle Le Grand Dérangement. C'est-à-dire, il se pose la question de savoir pourquoi lui, romancier, puisqu'il est surtout un romancier, et un homme, un Indien sensible à la crise climatique, il dit, mais au fond, la crise climatique, je n'ai jamais réussi à la raconter dans mes romans. Et il commence son livre en racontant que il a vécu des années auparavant un cyclone dans son pays et que ce cyclone l'a traumatisé, mais qu'il n'a jamais réussi à le faire entrer dans les romans qu'il écrivait. Et il s'interroge, à juste titre, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je ne peux pas? Et puis il cite d'autres écrivains importants qui sont des grands romanciers, mais qui, lorsqu'ils abordent la question climatique, ne l'abordent pas de façon littéraire, à travers leurs romans, mais par des essais. Donc il s'interroge et au fond, il explique ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, c'est là se révèle la question du roman comme forme de narration du jeu occidental, fermé sur lui-même, etc. Et donc il dit, il faut faire éclater ces formes de narration si on veut s'emparer si on veut s'emparer, ou en tout cas essayer de raconter cette hypercrise sanitaire, climatique, géostratégique, etc. Je voudrais prendre un exemple, je n'avais pas du tout parlé de la guerre, et la guerre en Ukraine nous fournit un exemple. Regardez ce qui se passe en Ukraine, où, au fond, l'un des narrateurs qui a le plus de succès dans cette histoire, c'est le président Zelensky, qui est un personnage, à la fois un personnage et un narrateur, d'une série télé qui a eu beaucoup de succès en Ukraine avant la guerre,
Et on apprend maintenant que ce grand communicant, qui communique sur le mode de la télé-réalité, a un conseiller qui est le producteur, c'est-à-dire celui qui prépare, qui organise, qui médiatise les interventions du président Zelensky. C'est le producteur de sa série télé, de celui qui faisait je sais plus comment ça s'appelait, héros du peuple, le serviteur du peuple, etc. Donc là encore, on voit que, si vous voulez, le roman, la série télé, puis je ne parle pas de Trump qui a connu son succès grâce à son émission de télé-réalité de Apprentice. Vous voyez, The Apprentice and You Are Fired. C'est le même système que ce que je racontais tout à l'heure en grave, en plus grave. C'est-à-dire, en gros, la question d'être accepté, d'être invité et d'être viré. La grande histoire du capitalisme, c'est ça. Comment vous allez être recruté, comment on va vous dresser pour être productif et comment vous allez finalement être viré. Magnifique comme horizon narratif, ça fait rêver, quoi. Donc on est là dans une, si vous voulez, dans une sorte de prison du récit traditionnel qui fait auquel on se heurte comme sur une vitre, comme contre une vitre, et qui nous empêche de rentrer en relation avec le monde. Alors ça, c'est le roman classique dont je parle, mais dans mon dernier livre qui s'appelle L'art du silence, je défends une autre littérature, parce qu'au fond, il y a eu une sorte de dissidence des romans par rapport à cette forme établie et caricaturale et au fond figée du roman, qui correspondait en gros à une époque, hein, qui est la grande époque du capitalisme, le 19e siècle, qui est un roman de la représentation. Et ce qui apparaît à partir de la fin du 19e siècle, et pendant tout le 20e siècle, c'est une autre forme que moi j'appelle le roman d'expérimentation, c'est-à-dire où les coordonnées du sujet, les coordonnées de l'expérience sont bouleversées et que donc on ne peut pas se baser, si vous voulez, sur des protocoles de conduite, des protocoles d'expérience. Il faut les renouveler, il faut inventer. Alors vous avez par exemple le grand Kafka qui est mon héros absolu parce qu'il met en crise littéralement ce roman de la représentation. Chez Kafka, c'était bizarre. Les animaux se mettent à parler. Les animaux creusent des galeries en dessous du territoire des humains, vivent des expériences obscures. Des personnages hybrides apparaissent. On n'est plus, je le dis souvent, quand on regarde les personnages de Kafka, par exemple, et qu'on les compare en grand, par exemple, les femmes. Hein. Anna Karenine, Emma Bovary, les deux grands personnages féminins qui aussi apparaissent à un moment donné, pour la première fois dans l'histoire du roman, comme des femmes qui ne sont pas seulement des reflets, des ombres, des à côté de l'histoire. Ce sont des femmes qui vivent une expérience, qui ont des désirs, et elles le payent cher, hein, l'une finit sous un train et l'autre empoisonnée. Mais enfin, elles ont une sensibilité, elles ont une sexualité, elles ont des désirs, elles vivent des aventures amoureuses. Ceci dit, quand on les compare à un personnage de Kafka, par exemple, qui s'appelle Isabelle, Isabelle, elle est moitié femme, moitié cheval. Intéressant. Et donc, la brave Emma et la jolie Anna Karenine nous apparaissent un peu comme des grands-mères qui nous parlent de leur histoire, leur boom, leur surprise partie d'il y a 2 siècles ou ouais, voilà. Donc, Kafka bouleverse complètement à la fois l'identité du sujet. Un autre exemple, c'est la métamorphose. Euh, Métamorphose, c'est le jeu du récit devient un scarabée, quoi. Et donc toute l'histoire, c'est comment on s'hybride, comment on s'allie à une autre espèce animale, et comment cet entre-deux entre l'humain et l'animal produit des sensations bizarres. Alors vous avez quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple, qui vient de disparaître, le philosophe qui parle justement à propos du confinement, de la métamorphose. C'est-à-dire, il dit, au fond, confinés, nous étions un petit peu comme le personnage de Kafka. Moi, je l'ai vu sous un autre angle, donc le personnage qui entre dans une sorte de métamorphose, parce que c'est vrai que enfermé entre quatre murs, quelle que soit la distance entre ces murs,
c'est quand même une sorte de, c'est un peu oui, l'entrée en métamorphose, l'entrée en mutation, le basculement, votre rapport au corps, comment vous vous déplacez, vous pouvez pas marcher de la même manière, vous êtes très souvent accroupi ou allongé. Donc votre corps va être transformé par l'expérience que vous êtes en train de vivre. Moi, je l'ai traité d'une autre façon dans mon livre, c'est que parce que vous voyez, ces expériences sont très importantes, le confinement. Moi, pendant le confinement, j'ai pensé à cette phrase donc de Kafka à l'histoire mondiale de mon âme, et puis donc spontanément j'ai relu le château de Kafka. Et je me suis rendu compte qu'on présentait toujours le château de Kafka comme une métaphore du pouvoir bureaucratique, du pouvoir qui domine toute la société, etc. Et j'ai lu le château d'une toute autre manière. Et au fond, quand vous relisez le château de Kafka, vous vous rendez compte qu'en fait, Kafka a créé une sorte de, presque on pourrait dire, on pourrait faire un jeu vidéo avec le château de Kafka parce que tout est basé sur la distance problématique. Par exemple, l'arpenteur, il est arpenteur, donc il doit mesurer les distances à l'intérieur du château. Mais ces distances, elles sont mobiles, elles sont élastiques. Donc, en fait, il est nommé arpenteur, mais on veut pas l'utiliser parce que donc on lui donne deux aides qui sont des aides des serviteurs en quelque sorte, mais qui servent à rien. Et ces serviteurs, ils servent tellement à rien, vous savez, on les entraîne et ils s'entraînent au saut en hauteur, ce qui montre bien cette dimension complètement déréglée de la distance. L'horizontale et la verticale sont déplacées, le rapport au château est déplacé, des couples dorment dans le même lit, mais il n'y a aucune intimité entre eux. C'est-à-dire que tout ce qui fait le rapport humain, ou le rapport aux autres, le rapport à l'extérieur, le rapport aux objets, le rapport au corps, euh, est perturbé. Et Kafka avait toute une réflexion sur le progrès technique très intéressante, parce qu'au début du château, l'arpenteur arrive et au fond, il reçoit un coup de téléphone dans l'auberge. C'est par le téléphone qu'on lui transmet sa nomination. Mais il est nommé, mais en fait, il n'est pas vraiment nommé. C'est un petit peu comme un chômeur aujourd'hui, hein, qu'on enverrait chez un employeur, mais l'employeur ne sait pas s'il va vraiment signer le contrat ou pas. Donc, et ce vecteur du téléphone, Kafka l'utilise pour nous dire, mais au fond, rien de sûr ne peut arriver par le téléphone. Et d'ailleurs, dans une lettre à Milena, il dit une chose extraordinaire. Il raconte qu'il ne veut plus écrire de lettres. C'est bizarre, pourquoi il ne veut plus écrire de lettres? Il dit, tout le malheur de ma vie vient du fait d'écrire des lettres et de la facilité d'écrire des lettres. Et donc l'explication qu'il donne est la suivante. C'est-à-dire que quand vous transmettez, vous écrivez quelque chose et que vous envoyez une lettre à quelqu'un, surtout s'il s'agit d'une lettre d'amour, les fantômes, il dit, boivent les baisers en chemin. C'est-à-dire que ça crée une relation fantomatique. Vous n'êtes pas ensemble, côte à côte ou face à face dans un espace réel, mais vous êtes à distance, c'est-à-dire que le temps va être distendu. Quand la personne lira vos déclarations d'amour, ben vous, peut-être que vous serez passé à autre chose, etc. Et donc, il dit, au fond, il y a deux types d'inventions technologiques. Les humains ont inventé deux types d'inventions technologiques. Les unes qui rapprochent les hommes entre eux, et les autres qui créent ce qu'il appelle des relations fantomatiques. Les relations fantomatiques par le biais du téléphone, la télégraphie sans fil, dit-il à l'époque, et par contre, les relations réelles qui se créent, qui rapprochent les hommes entre eux, le train, l'automobile, l'avion, etc. Et il dit l'humanité le sent et lutte contre ce péril du triomphe des relations fantomatiques entre les hommes. Et il dit, il a inventé sans arrêt de nouvelles inventions pour conjurer ce triomphe du fantôme entre les êtres. Et que dirait-il aujourd'hui avec Internet? On y pense immédiatement avec bref, au fond, notre époque, le triomphe du virtuel et d'Internet, c'est au fond le triomphe des relations fantomatiques entre les hommes. Et donc, la question du rapport concret, et donc il dit, là, en fait, cette digression sur Kafka, c'était pour en arriver à ce que dit, ce qu'il dit à la fin de sa vie. Il dit, en fait,
je crois que la seule justification de l'art, et ça nous devrions l'entendre tous autant que nous sommes écrivains, journalistes, cinéastes, documentaristes, la seule justification de l'art à l'époque du triomphe des relations fantomatiques entre les hommes, c'est de recréer sans cesse les conditions d'une parole vraie d'être à être. C'est magnifique comme programme, et c'est au fond ce qui devrait inspirer une nouvelle narration, une contre-narration, moi j'aime à dire, parce que vous savez, celui qui m'a inspiré en fait mon livre Storytelling, c'est pas un écrivain, c'est un cinéaste. C'est Lars von Trier, avec son protocole et son manifeste dans lequel il commence par dire, je le cite à la fin de mon livre Storytelling, il dit l'ennemi c'est l'histoire. L'ennemi c'est l'histoire, c'est-à-dire le fait de raconter. Et il entend bien sûr le fait de raconter. On voit aujourd'hui le triomphe du modèle des séries télévisées. C'est exactement le triomphe de la manière la plus caricaturale de raconter une histoire telle que nous l'a apprise le roman. Il y a un début, un milieu, une fin. Il faut sans arrêt recréer de la tension narrative. Moi, je dis souvent, euh, les showrunners, enfin, bien sûr, il y a des bonnes séries, hein, je voudrais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais une série comme The Wire, par exemple, ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais disons, les séries qui captent notre attention le plus souvent, la Netflixisation de la narration, c'est ce modèle-là, et ces showrunners sont des sortes de jongleurs de la tension narrative. Comment on va capter l'attention? C'est exactement comme chacun fait sur les réseaux sociaux. Comment je vais capter l'attention? Comment je vais... Alors, il faut évidemment fabriquer du suspense, de la surprise, du coup de théâtre. À la fin de l'épisode, le fameux suspense qui va être créé pour attirer, etc. Eh bien, c'est ça que Lars von Trier dénonçait quand il disait l'ennemi, c'est l'histoire. Et il disait aussi cette autre chose que je crois être une bonne définition. Il dit ce qu'il nous faut, c'est défocaliser. C'est-à-dire qu'au fond, la narration classique qui nous est vendue comme modèle, la narration classique, c'est un peu la focalisation photographique. C'est-à-dire que plus vous focalisez quand vous prenez une photo, plus la zone de flou autour est grande. Eh bien, c'est pareil dans la narration. Plus vous focalisez sur le jeu, sur une ville, sur une zone culturelle, plus le monde passe au flou, le monde entier passe au flou. Et donc, Lars von Trier nous donnait comme consigne défocaliser. Il disait le défocalisateur sera le grand communicant de l'avenir. Et je pense que nous devons, pour aborder toutes ces crises qui nous submergent, qui nous entourent, c'est défocaliser, effectivement, adopter un point de vue polycentré, non pas occidentalo-centré, inventer des narrations épiques plutôt que romanesques, c'est-à-dire que faire muter le jeu vers des formes de nous, vers des formes de collectifs, de peuples. C'est Deleuze qui parle de peuple à venir, de peuple qui manque. Hein. Donc inventer des peuples qui manquent. Et ces peuples qui manquent, ce ne sont pas seulement des collectivités par rapport au jeu romanesque, ce sont des peuples hybrides. Ce sont, je pense là au livre de Richard Powers, L'arbre monde, hein, où au fond il fait parler un arbre. Ou un autre romancier que j'aime beaucoup qui s'appelle Volodine, qui a écrit un roman sur la deuxième URSS. C'est un roman d'anticipation. La deuxième URSS complètement radioactives, des explosions nucléaires en tous sens, et il y a une espèce de prolifération des plantes, comme ça a été le cas à Tchernobyl, et il invente pour chaque plante des noms qui sont des noms qui évoquent en fait des personnages, pas seulement des plantes. D'ailleurs, je me demande comment ça peut être traduit en dehors du français, parce que et donc il invente une sorte de population hybride de
de plantes humaines ou d'humanoïdes végétaux, etc. Donc ça c'est passionnant parce que on peut du coup briser l'espèce de domination narrative, algorithmique, ethnocentrée, parce que, je termine là-dessus, il y a dans les mutations de l'expérience auxquelles on est confronté, il y a non seulement le fait que notre rapport au temps est bouleversé, notre rapport à l'espace également, notre rapport au corps, mais il y a aussi un phénomène qui est la dévoration, non seulement des corps, des corps et des espaces, mais la dévoration des attentions. C'est-à-dire qu'on vit dans une économie de l'attention et nous sommes soumis à une sorte de disciplinarisation des attentions. Nous nous réveillons avec Twitter, avec Facebook, nous suivons cette lecture qui est un défilement et non plus une lecture horizontale, un défilement de nouvelles qui sont soumis à ce que j'appelle le régime du choc, c'est-à-dire que les histoires ne sont pas reliées, les moments ne sont pas reliés entre eux par des logiques de narration, mais par des chocs pour attirer l'attention, créer des chocs, ce que j'ai appelé l'ère du clash dans un autre livre que j'ai écrit. Et c'est ce que racontait d'ailleurs le philosophe allemand Adorno après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, nous vivons une suite de chocs intemporels entre lesquels il y a des vides, des espaces vides et désertés. Et au fond, c'est un peu ça, Internet et les réseaux sociaux, c'est-à-dire des séries de chocs qui mobilisent notre attention, qui captent notre imaginaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai récemment écrit un article sur la réaction enfin les performances des écolos qui aspergent les peintures, les tournesols de Van Gogh. Je leur adressais une question en disant, mais au fond, vous faites ça pour frapper l'attention, pour frapper, qu'on en parle, évidemment. Vous jetez du jus de tomate sur les magnifiques tournesols de Van Gogh, ça produit un choc, ça fait parler. Et la question que je posais, c'est est-ce que vous n'utilisez pas les mêmes méthodes que les réseaux sociaux, c'est-à-dire de dévoration des attentions. Vous luttez contre la dévoration des ressources naturelles, mais vous pratiquez vous-même la dévoration des attentions. Et je crois que dans une réponse politique structurée, coordonnée et réfléchie, on devrait intégrer tous ces éléments-là. Comment on défocalise l'espace? Comment on crée des temporalités feuilletées avec plusieurs temporalités en même temps? Des rapports au monde qui ne sont plus polarisés, qui sont défocalisés, et surtout qu'on lutte contre la, la colonisation au fond du temps, la colonisation du temps à travers cette tyrannie du choc. On voit bien à travers Elon Musk qui vient de racheter Twitter que c'est ce modèle-là qui est à l'œuvre, mais il est à l'œuvre aussi à travers la télé-réalité et il colonise l'espace même de la délibération démocratique. Donc il ne s'agit pas seulement de savoir comment raconter la crise, il s'agit de comment y répondre, parce qu'évidemment, on ne peut répondre à une crise que si on est capable d'en cerner les contours, de l'analyser, de la raconter. Donc, ce sera mon dernier mot. Je pense que on a une immense entreprise, nous, les écrivains, les scénaristes, tous ceux les journalistes, les enquêteurs, tous ceux qui se lancent un peu à l'assaut du monde, un monde qui est fragile, qui est inquiétant, qui est bouleversant au sens propre du mot, mais qui en même temps est passionnant si on se libère de ces formes de pensée, de ces formes de langage codifié, qui est passionnant à explorer. Et donc, ben voilà, je dirais mes collègues scénaristes, documentaristes, bon vent et partons à l'assaut de ce monde à décrypter. Ben, je vous remercie.